Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Simon, on a voulu inaugurer une nouvelle catégorie sur la chaîne YouTube. On a décidé de l'appeler méthode. Pourquoi méthode? Tout simplement parce que dans cette playlist, on va essayer de vous donner des bonnes pratiques, des points qui vont vous pousser à la réflexion pour développer votre propre système photographique. Pour cette première vidéo, je vais vous parler du flux de travail. Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Quelles options est-ce que vous avez? Quels choix faire? Quels sont les points importants qu'il faut regarder pour bien définir son flux de travail? En photographie, la gestion de son flux de travail, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Notez tout de même que moi ici, je vais parler de photographie, mais en fait, ces règles de base que je vais donner, vous pouvez les appliquer à peu près à n'importe quel domaine, que ce soit de la vidéo, de la musique aussi, éventuellement même de la bureautique. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet et on va s'attaquer à la méthode réellement. Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi avoir un flux de travail qui soit propre, qui soit classé, qui soit organisé? Il y a une seule réponse à ça, vous allez gagner du temps. C'est vraiment primordial parce que vous allez avoir beaucoup de photos à traiter et pour être efficient, il faut que vous le fassiez en le minimum de temps possible. Le flux de travail, il va vous permettre de faire ça. En plus, vous allez pouvoir avoir une sauvegarde beaucoup plus facile et du coup ne plus jamais perdre vos fichiers. La sauvegarde, c'est un domaine qui est tellement particulier et tellement important qu'on va en faire à la fin une vidéo totalement dédiée. Le plus compliqué avec votre flux de travail, ça va être de l'intégrer vraiment à votre pratique, de le réfléchir, de le développer, de savoir analyser ce que vous pourriez mieux faire et ce que vous devez changer. C'est pour ça qu'on parle bien ici de réflexion vraiment globale. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter ou enlever ou modifier une étape de votre traitement, alors ça peut être changer de logiciel, changer d'ordinateur, un nouvel appareil photo, un deuxième appareil photo. En fait, toutes ces petites modifications-là, vous allez voir qu'elles peuvent très vite radicalement changer votre flux de travail. Par exemple, récemment, j'ai eu l'occasion de photographier des photos de produits en studio avec un Canon 5DS. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est le full frame de chez Canon qui a 50 millions de pixels. Alors c'est génial à utiliser, c'est une brute de studio et c'est très confortable de pouvoir zoomer énormément dans ces fichiers. Sauf que cet appareil photo-là, il était nouveau pour moi, je n'avais pas l'habitude de l'utiliser. Et finalement, quand j'ai importé les fichiers sur mon PC pour les travailler ensuite, le problème n'a pas forcément été le poids du fichier, puisque ma machine est suffisamment puissante, mais plutôt le temps que je n'avais pas envisagé que ça prendrait. C'est-à-dire que les temps de chargement sont un peu plus longs, les temps de sauvegarde sont un peu plus longs, les fichiers sont un peu plus lourds. Et j'étais un petit peu juste au niveau de mon espace disque. Et toutes ces petites contraintes-là, quand on a l'habitude de travailler avec ces outils-là, on les a intégrées et on les balaye un petit peu. Cette réflexion que vous allez mener, elle est globale et il faut que vous vous donniez les moyens d'avoir cette réflexion. Alors ça peut être des moyens financiers, effectivement, parce que vous allez sûrement avoir besoin d'acheter de nouveaux disques durs pour vos besoins de sauvegarde ou pour trier mieux vos fichiers, peut-être un nouvel écran, peut-être améliorer un peu les performances de votre PC, mais ça, à la limite, c'est un investissement financier, c'est pas vraiment la problématique, c'est assez simple à faire au final. La vraie complexité, ça va être de se donner les moyens intellectuels de réfléchir à ce qu'on a besoin et d'adapter les choses en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et si vous vous demandez comment est-ce que votre process il peut être totalement ruiné à cause d'un seul élément qui est défaillant ou au moins moins bon que le reste, allez voir la vidéo de Simon qui parle de la théorie de la chaîne. Vous allez voir, ça vous expliquera tout. Aujourd'hui, la plupart des personnes travaillent en numérique, donc on a besoin de gérer notre flux de travail sur notre ordinateur, c'est assez logique. Alors ça peut paraître beaucoup plus simple que de tenir des feuillets dans lesquels on note la date des pellicules, le mode de développement, éventuellement les métadonnées, etc. Mais il faut bien comprendre que cet ordinateur, il faut apprendre à lui parler, parce que c'est une machine, alors il va réfléchir peut-être d'une façon différente de nous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques bonnes pratiques, des petits conseils, des trucs qui vont vous faire aller un petit peu plus vite et qui vont faciliter vos échanges avec votre machine préférée. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, il y a mon père qui avait une phrase qui revenait très souvent. C'est qu'en cas de problème informatique, le problème il vient à 99% entre la chaise et le clavier. N'oubliez jamais ça. Déjà, la base de l'organisation, c'est que vos dossiers ils soient rangés dans le bon ordre. Si vous voulez les classer par date, il y a une règle qui est très simple, c'est qu'il faut d'abord commencer par l'année, ensuite le mois, pour finir par le jour. De cette façon-là, tous vos dossiers, s'ils sont en vrac, vous n'avez qu'à les trier par ordre croissant et ils apparaîtront forcément dans l'ordre chronologique. Le deuxième point auquel il faut faire attention, et ça va devenir un petit réflexe une fois que vous avez assimilé les choses, c'est que dans vos titres de fichiers, il ne faut jamais utiliser d'espace. Quand vous voulez séparer des mots qui vont ensemble, vous utilisez des tirets. Et quand vous voulez séparer des groupes de mots pour que ce soit plus lisible, par exemple avant une numérotation ou après la date, il faut utiliser des underscores. Pour rappel, le underscore, c'est le tiret du bas. Donc, si on prend un exemple avec la date, comme on vient de l'avoir juste avant, si j'ai fait une prise de vue le 7 juin 2018, ce sera tout simplement
2018-06-07 pour 7 juin 2018, underscore, le nom de mon dossier. Il y a des caractères à éviter d'utiliser, notamment les caractères accentués, parce que ça peut vous foutre un peu le bazar dans vos noms. Les slash, parce que souvent ils vont être bloqués dans les barres de titre. Et également les virgules, parce que les virgules, ce sont des séparateurs, donc ça peut perturber un petit peu le codage. Alors effectivement, vous allez me dire que les accents, vous pouvez les mettre dans les titres. Et quand vous êtes sur votre ordinateur, des fichiers avec des accents, vous en avez plein. Et c'est vrai. Le souci, c'est que ça va poser des problèmes de compatibilité peut-être. C'est toujours le peut-être. Et autant simplifier les choses. Si vous envoyez des fichiers à vos clients avec des accents et que les accents sont mal codés, le nom du fichier, en tout cas, sera totalement illisible et irreconnaissable. Vous allez être amené à avoir des séries de fichiers que vous allez vouloir numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous dépassez la dizaine, il faudra faire attention à mettre un 0 avant les unités. Parce que comme ça, vous allez avoir des fichiers 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, jusqu'à 0,9, puis 10. De cette façon-là, l'ordinateur, il lira bien le 1, le 2, puis le 3. Si vous ne mettez pas le 0, il fera 1, 10, 2, 20, 3, 30, etc., etc., etc. Il prend toujours le premier chiffre pour indexer ensuite le suivant. Il y a des dossiers que vous allez peut-être vouloir faire apparaître en tête de liste, parce que vous les consultez souvent, parce que vous voulez indexer des choses importantes, ou vous avez plein de raisons probablement de faire ça. Pour pouvoir le faire apparaître automatiquement en tête de liste, quel que soit le mode de classement, eh ben, il vous suffit d'avant le premier caractère du titre, mettre un caractère spécial. En l'occurrence, j'utilise régulièrement le dièse. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le dièse, c'est le hashtag. Alors là, depuis le début, je suis en train de vous parler dans l'optique que vous allez classer tous vos dossiers par date de prise de vue. C'est peut-être pas forcément le cas et c'est peut-être pas forcément ce qui sera le plus intéressant pour vous. Si vous avez des clients qui sont réguliers, avec qui vous travaillez souvent, ou si vous travaillez par événement spécifique, eh ben, il est aussi intéressant d'avoir à la racine de vos disques des gros dossiers avec le nom du client et ensuite les dates de prise de vue classées correctement. Alors, on a vu comment organiser ces dossiers, comment bien nommer ces dossiers, que vous pouvez nommer et organiser vos dossiers en fonction d'une date ou d'un événement ou d'un client. Ben maintenant, il faut nommer vos photos. Et nommer ces photos, il y a quelques petites habitudes, des bonnes habitudes qu'il faut prendre. Déjà, il y a une règle qu'il ne faut pas oublier. Votre client va voir le nom de votre photo. Et il doit être explicite pour vous, mais également pour lui. Vous serez amené à envoyer des fichiers, alors pour des books ou parce que vous voulez candidater pour un studio et qu'on vous demande un portfolio, un book, etc. À ce moment-là, regroupez vos photos, sélectionnez-les et renommez-les en lot pour que vous puissiez donner une appellation du style book underscore mon nom, underscore 1, 2, 3, 4, que vous puissiez avoir une image qui soit sérieuse auprès de éventuellement votre futur employeur ou de la personne à qui vous envoyez les photos, et surtout également que vous puissiez être retrouvé facilement sur son disque dur. Il y a donc quelques éléments indispensables qui doivent figurer dans le nom de votre photo. Déjà, la date, sous le format qu'on a vu précédemment. Ensuite, le nom de votre studio, ou votre nom d'artiste, ou votre nom personnel, si vous signez de votre nom, enfin, un moyen de vous identifier. Underscore pour séparer les deux. Et ensuite, si c'est de la photo de famille, le nom de la famille, par exemple. Si c'est un reportage d'entreprise, le nom de l'événement. Ou si c'est pas pour un événement spécifique, juste si vous avez traité tel ou tel service, un moyen d'identifier ce que vous avez pris en photo. Underscore, la numérotation, parce que vous avez sûrement rendu plusieurs fichiers, donc 01, 02, 03, 04. Le seul petit souci que vous pouvez rencontrer avec cette méthode-là, c'est que ça va vous faire des noms de fichiers éventuellement assez longs, si vous avez des noms d'entreprises qui sont longs, des noms de studios qui sont longs, etc. Bon, c'est pas forcément très évident et très pratique d'avoir des noms très très longs. Donc il faut quand même y faire attention et utiliser des abréviations quand c'est possible de le faire en fait. Pour votre nom personnel, si vous n'avez pas d'abréviation évidente, je vous dirais, ce n'est pas forcément à ce niveau-là qu'il faut gagner de la place. Mais par contre, l'entreprise chez qui vous avez travaillé, si son nom compliqué est très régulièrement au sein de l'entreprise réduit en 3 lettres, vous pouvez mettre ces 3 lettres-là par exemple, et on comprendra très bien en interne qu'on parle de cette entreprise-là. Alors je vous vois venir. Si vous êtes un petit peu expérimenté dans la gestion de vos fichiers, vous savez que vous pouvez incorporer aux métadonnées de vos clichés le nom du studio, la date de prise de vue et plein d'autres informations. C'est très bien, c'est très pratique, mais il faut penser à une chose.
c'est que les services presse, vos clients, les rédacteurs de magazines n'ont pas le réflexe et parfois ne savent pas qu'ils peuvent aller chercher ces informations-là dans les métadonnées. En les mettant directement dans le titre, vous faites vraiment gagner du temps à tout le monde. Là, ça fait peut-être 5-6 minutes que je suis en train de vous parler de cas très généraux qui vont fonctionner de la même façon indépendamment de vos logiciels, de vos appareils photo et de vos habitudes. Ce sont des règles vraiment de base. Là, on va commencer à regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut adapter son flux de travail avec ces outils personnellement. Alors, la solution la plus simple, c'est pour trier vos fichiers. Certains de vos logiciels, ils peuvent vous donner des petites subtilités qui sont intéressantes. Je pense par exemple Lightroom, un système de drapeau qui permet de valider ou de rejeter des photos, qui est assez facile à prendre en main. Les logiciels comme Bridge, même Photoshop, enfin le module Camera Raw, Photoshop et Capture One, Lightroom également, prennent en compte les étoiles, etc. Toutes ces petites subtilités-là, elles sont très très intéressantes pour gérer vos fichiers. Il faut faire attention à une seule chose, c'est que ce ne soit pas trop propriétaire à votre logiciel. Parce que si jamais un jour vous êtes amené à en changer et que le nouveau logiciel ne prend pas en charge ces petites subtilités-là, vous avez potentiellement perdu tout votre archivage et ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je parlais juste avant des drapeaux sur Lightroom. Il faut savoir que le système de drapeau est vraiment quelque chose de propre à Lightroom. Je suis passé il n'y a pas très longtemps de Lightroom à Capture One. Bon, effectivement, j'ai conservé mon catalogue Lightroom tel qu'il était. Je ne l'ai pas converti en session Capture One parce que tout simplement, tous mes editings auraient été foutus en l'air. Vous avez vu que je viens de fuir un petit peu sur quelques logiciels dont j'allais parler. Je vais vraiment m'attarder dans toutes ces vidéos autour de ce que j'appellerais le quatuor de base, à savoir Bridge, Photoshop, Lightroom et Capture One. Pourquoi ces 4 logiciels ? Hormis le fait que ce sont en moyenne les plus utilisés, en fait ce sont ceux que je connais et je ne me vois pas faire une vidéo en vous donnant des bonnes pratiques sur des logiciels que je ne connais pas vraiment. Avec tous ces logiciels, il y a quelque chose auquel il va falloir que vous fassiez attention, c'est que en utilisant un logiciel, vous allez être 100% dépendant de la façon dont il a été développé. Ça veut dire que vos réflexions logiques et vos habitudes de travail elles vont aussi influer sur le choix du logiciel que vous allez faire. Si on prend par exemple le fonctionnement de Capture One et de Lightroom, qui à premier abord peuvent paraître très semblables. Alors ça sert à dématricer ces photos, ça sert à les exporter, on peut les imprimer. Bon, ça semble assez évident et assez similaire. Et en fait, non, pas du tout. Capture One est très très différent du fonctionnement de Lightroom. Lightroom fonctionne en catalogue, Capture One fonctionne en session. Et ce point de détail-là, il est très très important et on va en parler dans une prochaine vidéo. Donc tout ça pour dire que le choix des logiciels, l'interaction entre les différents logiciels que vous allez utiliser, en fait c'est quelque chose qui est très très important et c'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, je disais que c'était vraiment une démarche globale, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le trajet du fichier depuis le déchargement de la carte mémoire jusqu'à l'impression ou l'export ou l'envoi, jusqu'à la finalité de ce fichier-là. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un assemblement de divers logiciels qui doivent bien communiquer entre eux et il y a encore une fois des bonnes pratiques pour que les fichiers puissent transiter d'un logiciel à un autre sans se dégrader, en conservant la meilleure qualité et en ayant des poids de fichiers réduits. Voilà, on y est enfin, la première vidéo est terminée. Alors, je dis la première parce qu'il va y en avoir d'autres où on va traiter beaucoup de sujets pour rentrer au fur et à mesure en profondeur dans différentes pratiques et que vous puissiez à la fin déterminer votre flux de travail efficient pour votre utilisation et vos produits. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos gestions de flux de travail. Pour nous, ce sera très intéressant de voir comment est-ce que vous faites parce que ça nous permettra peut-être d'inclure dans des prochaines vidéos des points auxquels on n'avait pas pensé ou qui sont tellement automatiques qu'on n'avait même pas pensé à les aborder. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, ça va beaucoup nous aider, à commenter, à nous donner vos retours, à nous donner vos avis sur ce genre de vidéo-là. Et puis en attendant, moi je m'en vais écrire le prochain épisode de Méthode et puis on sera bon pour se revoir une prochaine fois. Salut!